Donc, je vais commencer, c'est un vaste sujet. Je vais démarrer la présentation de façon assez large pour situer tout le monde. Puis progressivement, je vais me concentrer de plus en plus sur le phytoplancton, en fait, la partie végétale du plancton. Et puis, je vais aller d'abord des basses latitudes, ou si vous voulez, je vais explorer le global, et je vais terminer cette présentation, cette conférence sur l'océan Arctique, qui est le milieu que je connais le mieux et que j'étudie beaucoup depuis une quinzaine d'années. Ce petit schéma synthétise, résume en fait la structure du réseau trophique marin. Tous les organismes, les grands groupes d'organismes qui vont d'organismes microscopiques jusqu'à des poissons et des mammifères marins, des oiseaux marins. Et vous voyez sur la gauche de ce schéma, ce qu'on voit, c'est le fameux réseau planctonique en fait, donc qui comprend une partie végétale, le phytoplancton, puis une partie animale, le zooplancton. Si on regarde ce réseau planctonique de plus près, donc on le voit sur ce nouveau schéma, avec des organismes de taille variant de moins d'un micron jusqu'à plus de 20 millimètres, sont tous des organismes qui dérivent avec les courants, d'où c'est la raison pour laquelle on les regroupe sous le terme plancton. Certains de ces organismes sont des organismes unicellulaires, certains sont prokaryotes, d'autres eucaryotes, puis on a un certain nombre d'organismes qui sont aussi pluricellulaires. Donc, vous voyez ici, donc en ordre de taille, en commençant par les plus petites tailles, vous voyez ici les bactéries, le picophytoplancton, le nanophytoplancton, puis le microphytoplancton. Ensuite, on passe à des organismes pluricellulaires, le zooplancton herbivore, puis des, des organismes plus gros, en fait, plancton gélatineux et les larves de poissons, que l'on regroupe aussi au sein du plancton marin. Alors, le plancton, et en particulier le phytoplancton, joue un rôle particulièrement important dans l'océan parce que le phytoplancton, le plancton végétal, c'est la porte d'entrée de l'énergie, de l'essentiel de l'énergie qui entre dans l'océan et qui alimente tout le réseau trophique. En termes de biomasse, le phytoplancton représente une grosse partie de la biomasse totale d'organismes vivants dans l'océan. Vous voyez sur cette petite pyramide, vous voyez que pour produire 100 grammes de grands poissons, il faut 1 tonne de phytoplancton. Et c'est dans ces proportions-là que ces différents niveaux de la chaîne trophique existent dans l'océan. En termes de production de biomasse au niveau global, donc production de biomasse carbonée, sous forme qu'on quantifie en quantité de carbone organique. Vous voyez, le petit tableau ici nous offre quelques chiffres. D'abord, la biomasse carbonée qu'on appelle sur pied, quand on parle des végétaux terrestres, c'est celle qui est présente à un moment donné. Elle est fournie ici en gigatonnes de carbone. Et vous pouvez voir que sur les continents, cette biomasse est beaucoup, beaucoup plus importante que dans les océans. 450 gigatonnes sur les continents, 1 gigatonne pour l'océan. Néanmoins, la productivité, la quantité de nouvelles biomasses produites chaque année par ces deux environnements est presque égale, en fait. Il y a autant de carbone fixé, transformé sous forme de carbone organique par les végétaux terrestres et les végétaux marins. Ce qui fait que quand on calcule un taux de renouvellement ou un taux de résidence moyen, on fait simplement diviser la productivité par la biomasse, ben on obtient un renouvellement complet de cette biomasse en 8 ans sur la Terre et en 7 jours dans l'océan. Donc, ce que ça nous dit, c'est simplement que le turnover de cette biomasse est très rapide dans l'océan. Et la raison est relativement simple quand on prend en considération la morphologie, la structure, les différents tissus des plantes terrestres. Certaines parties de ces plantes servent surtout de support, comme le tronc des arbres, par exemple, qui sont des parties dont la croissance est très lente. Ce genre de structure n'existe pas ou très peu dans le milieu marin. Donc, cette biomasse, c'est toujours une biomasse fraîche,
qui se renouvellent très rapidement. Donc, pour conclure, la même production qu'on appelle primaire pour l'océan et pour les milieux terrestres. Alors, qu'en est-il des macroalgues? Bon, la plupart d'entre vous connaissez, voyez les algues comme des organismes qui sont assez grands, qui vont de quelques centimètres jusqu'à plusieurs mètres, que l'on peut observer sur le littoral. C'est ce que représentent pour la plupart d'entre vous les algues marines. En fait, ces macroalgues, ces grandes algues pluricellulaires, elles ne représentent qu'une partie modeste de la production primaire marine, 3 à 6 pour la raison simple que les milieux où ces macroalgues peuvent se développer, c'est-à-dire les milieux peu profonds, occupent une surface de l'océan qui est petite, de l'ordre de 1% en fait. Donc, l'essentiel de la production de biomasse, la production primaire, est réalisée par les microalgues, donc des organismes unicellulaires qui dérivent avec les masses d'eau. Alors, si on se concentre un peu plus sur les microalgues, ce qu'on voit sur ce schéma, c'est un arbre phylogénétique qui montre les principaux groupes d'eucaryotes, d'organismes eucaryotes, et toutes les branches qui sont colorées sur ce schéma représentent des groupes au sein desquels on rencontre des organismes photosynthétiques. Et pour résumer un peu l'information qu'on trouve dans ce schéma, j'en ai extrait l'essentiel, et c'est-à-dire les groupes qui sont qui sont particulièrement importants sur le plan écologique. D'abord, les cyanobactéries qui ne font pas partie de cet arbre puisqu'il s'agit de prokaryotes, mais qui sont une partie importante des organismes photosynthétiques dans l'océan. Donc, ce sont des organismes petits. Dans l'océan, on les trouve à des tailles qui vont de moins d'un micron à un peu plus d'un micron. Puis les diatomées qui sont des organismes de plus grande taille, plusieurs microns jusqu'à plus de 100 microns, et qui forment un groupe particulièrement important puisqu'elles sont responsables de près de la moitié de la production primaire marine. Les dinoflagellés, un autre groupe important en termes de biomasse et donc qui occupe une niche bien particulière dans le milieu marin et qui sont impliqués parfois dans certains problèmes que vous connaissez peut-être, environnementaux, tels que les marées rouges, les événements d'algues toxiques, de fluorescence d'algues toxiques. Et finalement, les aptophytes, qui sont un groupe particulièrement intéressant pour nous parce que souvent, on peut les utiliser comme une sentinelle de changement climatique et vous allez voir pourquoi plus tard dans ma présentation. Je n'ai pas mentionné ici les algues vertes qui constituent un groupe important, mais peut-être moins important en milieu marin qu'en milieu lacustre. Alors, ces microalgues sont apparues sur Terre, d'abord très très tôt pour ce qui est des cyanobactéries. Donc, cyanobactéries, il y a plus de 2,5 milliards d'années, et elles ont été responsables de l'augmentation de la concentration en oxygène dans notre atmosphère. Puis, bien plus tard, sont apparues des algues vertes, d'abord des algues unicellulaires, puis ensuite des algues multicellulaires, macroscopiques. Et enfin, les deux autres groupes que j'ai mentionnés, les trois autres groupes en fait que j'ai mentionnés sont apparus beaucoup plus tard. Il y a entre 50 et 250 millions d'années, avec les diatomées comme groupe, l'un des groupes les plus récents en fait dans l'histoire de notre planète. Donc certains groupes sont apparus il y a environ 50 ou 60 millions d'années. Ces organismes, évidemment, ont continué d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des organismes qui ne sont pas archaïques, en fait, ce sont des organismes extrêmement complexes. Et pour s'en convaincre, il suffit de considérer le fait que toutes les fonctions de ces organismes sont assurées à l'échelle d'une seule cellule. Donc, contrairement aux organismes multicellulaires qui comportent des cellules spécialisées, ici, dans le cas de ces organismes, tout est concentré dans une seule cellule et en plus, elles assurent à la fois de l'hétérotrophie et de l'autotrophie, de la photosynthèse et de la respiration. Ce sont donc des organismes qui sont, des cellules, si vous voulez, qui sont extrêmement complexes
et extrêmement flexible pour résister aux fluctuations de plusieurs facteurs de l'environnement. Alors, quel est le degré de diversité de ces groupes? Ici, on peut voir une carte qui illustre les variations, la variabilité dans la diversité des groupes de phytoplancton. Ici, dans cette étude, on a examiné la distribution de quelques centaines de groupes de phytoplancton et comment la diversité, le nombre d'espèces en fonction de la latitude et puis de la position géographique variait sur la planète. En général, on observe une diversité qui est plus grande aux basses latitudes qu'aux hautes latitudes. Aux hautes latitudes, on rencontre en général moins d'espèces qui sont plus spécialisées, mieux armées pour affronter des conditions qui sont parfois plus difficiles et plus variables. Donc, c'est une distribution classique et qui a été confirmée ces dernières années à travers des études très exhaustives de la diversité des micro-organismes de l'océan à l'aide en particulier d'outils moléculaires. Alors, le phytoplancton contribue à un mécanisme, si on parle maintenant de flux de carbone, on revient au flux de carbone, le phytoplancton contribue à un mécanisme qu'on appelle la pompe biologique. Cette pompe biologique est illustrée sur le schéma à gauche. En fait, dans cette pompe biologique, le phytoplancton consomme du carbone inorganique tiré à l'origine de l'atmosphère, transforme en matière organique. Une partie de cette matière organique est reminéralisée par la décomposition, le broutage et la digestion. Et une petite partie de cette matière organique sédimente sous forme de particules et se retrouve sur les fonds marins où éventuellement ce carbone organique se retrouve séquestré dans les fonds marins. Donc, le phytoplancton contribue à soutirer une partie du CO2 de l'atmosphère pour le séquestrer dans le fond de l'océan. Sur le schéma de droite, on peut voir un résumé des différents réservoirs de carbone sur notre planète et donc sous la forme de boîtes. Les flèches sur ce schéma représentent des flux de carbone en gigatonnes par année, alors que les stocks sont représentés en gigatonnes. Et les flèches en rouge représentent des flux et des stocks qui ont été ajoutés à ce bilan par l'activité humaine. Et ce que je vous demande de considérer dans un premier temps, c'est la taille de différents stocks. D'abord, l'atmosphère, qui est relativement modeste si on le compare au stock de carbone contenu dans l'océan sous forme essentiellement de carbone inorganique dissous, qui est énorme, même quand on le compare en fait au stock de carbone enfoui dans le sous-sol de notre planète. Et vous voyez ici la production, ça ici c'est la biomasse donc représentée par les organismes marins. Vous voyez ici le petit 50, c'est la production primaire annuelle, 50 gigatonnes par année que j'ai déjà mentionné. Et ce que vous voyez ici, c'est le flux de carbone organique généré par la pompe biologique qui se retrouve séquestré dans les sédiments. Vous voyez que la taille de ce flux est petite, très petite. En effet, la pompe biologique représente un flux qui est lent, mais qui néanmoins, sur de longues échelles de temps, contribue significativement à réguler la distribution de ces réservoirs de carbone. En effet, tout est une question d'échelle de temps. À des échelles de temps plus courtes, c'est certainement la pompe à solubilité, simplement la dissolution du carbone inorganique de l'atmosphère dans l'eau de mer, qui contribue le plus à soutirer du carbone, du CO2 de l'atmosphère. Néanmoins, sur la durée, au-delà de plusieurs milliers, voire de plusieurs millions d'années, la pompe biologique constitue un mécanisme très important pour réguler les flux de carbone. Cette image nous montre une distribution globale de la biomasse, donc une distribution moyenne de la biomasse dans les océans. Donc, vous voyez la couleur, tout ce qui est vert et jaune indique des biomasses qui sont élevées, tout ce qui est bleu, des biomasses qui sont faibles.
Donc, on peut voir, alors c'est intéressant de constater parce que cette image montre aussi un indice de biomasse sur les continents. Il est intéressant de constater que là où on observe de faibles concentrations de faibles biomasses dans l'océan, on observe aussi de faibles biomasses sur les continents et vice-versa. Pour des raisons similaires dans une certaine mesure. Mais en fait, je vous montre cette image surtout pour vous montrer à quel point cette biomasse et la productivité aussi varient en fonction du lieu dans l'océan et en particulier en fonction de la latitude. Avec ces grandes zones bleues ici qui constituent de véritables déserts marins en vérité. Et on va voir pourquoi on a des déserts marins à ces latitudes. Et aux hautes latitudes, des biomasses qui sont beaucoup plus importantes et en effet des régions qui sont beaucoup plus productives globalement au niveau biologique. Alors, qu'est-ce qui contrôle la production primaire, la productivité primaire? D'abord, à la base, c'est le taux de croissance du phytoplancton qui lui-même est d'abord contrôlé par la lumière. C'est un organisme photosynthétique, ce sont des organismes photosynthétiques qui ont besoin de lumière pour croître. Ensuite, la température est un facteur de régulation important parce que cette croissance, elle dépend largement de réactions enzymatiques qui répondent directement à la température. Ces réactions sont plus rapides quand la température est élevée. Et finalement, le taux de croissance dépend de la disponibilité d'un certain nombre d'éléments chimiques, puisque la matière vivante est composée non seulement de carbone, mais d'une longue liste d'éléments chimiques. Et certains de ces éléments ne sont pas disponibles en abondance dans le milieu marin. Ils sont parfois limitants, ils limitent la croissance du phytoplancton. Et les principaux nutriments limitants dans les milieux marins sont l'azote ou le nitrate, le phosphore et parfois le fer aussi, qui est un micronutriment. Alors, comment varient ces trois facteurs dans l'environnement? D'abord, la lumière, elle varie évidemment beaucoup en fonction des saisons et en fonction de la latitude, ce qui est résumé sur ce schéma. Ce que vous voyez ici, c'est la dose ou la quantité de photons ou d'énergie reçue par jour par mètre carré, sur l'axe des Y, en fonction du mois de l'année et pour différentes latitudes. Donc, ici, l'équateur et jusqu'au pôle, en fait, dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Ce qu'on peut voir, c'est que clairement, cette dose de lumière journalière est près d'équateur à peu près toujours élevée tout au long de l'année, alors qu'à l'autre extrême, aux très hautes latitudes, elle est très élevée en vérité durant le solstice solaire, ce qui est assez surprenant en fait. C'est au pôle qu'on reçoit le plus de photons en une journée, mais pendant une certaine période de l'année. Néanmoins, c'est aussi au pôle où cette dose journalière de photons devient nulle durant une période plus ou moins longue de l'hiver. Donc, aux latitudes plus élevées, on observe des fluctuations saisonnières de l'éclairement qui sont beaucoup plus fortes. Non, la température, évidemment la température, ce que vous voyez ici, c'est une carte, une climatologie de la température de surface de l'océan qui montre que la température de l'eau de mer est plus élevée près de part et d'autre de l'équateur et beaucoup plus froide au pôle. Vous ne serez pas surpris de l'apprendre. Et donc, on pourrait se dire, cette température, elle est favorable à la croissance du phytoplancton aux basses latitudes et défavorable au pôle. C'est vrai dans une certaine mesure, mais on va voir que la température a un impact qui est indirect aussi sur la croissance du phytoplancton. En effet, cette température, elle est liée aussi à la quantité de nutriments disponibles à la surface de l'océan. Ce qu'on voit ici, c'est une distribution climatologique moyenne de la concentration de nitrate à la surface de l'océan, avec des valeurs de cette concentration qui sont plutôt faibles aux basses latitudes et plus élevées aux hautes latitudes, en particulier dans l'hémisphère sud. Alors, pour quelles raisons ces nitrates sont en quantité limitée aux basses latitudes? Simplement parce que ces régions sont en effet chaudes et cette insolation, en fait, a tendance à stratifier l'océan, c'est-à-dire à créer des masses d'eau qui sont beaucoup plus légères à la surface de l'océan, qui freinent le mélange vertical. Ce mélange vertical, ce brassage, cette ventilation d'océan,
elle est fondamentale pour renouveler en nouveaux nutriments la couche de surface, puisque dans cette couche de surface, le phytoplancton consomme ces nutriments. Ces nutriments sont exportés sous forme de particules dans les couches sous-jacentes. Et le mélange vertical est le processus qui va permettre à la surface de l'océan d'être réalimenté en nutriments, puis à réaliser à nouveau de la croissance s'il y a suffisamment de lumière disponible. Donc, les nutriments sont la distribution latitudinale, c'est aussi un facteur très important qui contrôle la production primaire. Alors, cette stratification de l'océan, comme je l'ai dit, elle est plus importante aux basses latitudes. C'est ce que montre ce schéma ici, qui nous montre une distribution le long d'une section en 2 dimensions, qui va de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord, et qui est, concentrez-vous sur le schéma du haut ici, qui montre la surface de l'océan, et un indice de stratification qu'on appelle la fréquence de Bruns-Väisälä, qui confirme effectivement que le niveau de stratification, et donc qui est un frein au brassage de l'océan, est beaucoup plus élevé aux basses latitudes en général. Maintenant, alors comment la production primaire évolue dans l'océan, d'abord au niveau global? Je vous ai déjà mentionné l'existence de ces déserts océaniques qu'on peut identifier simplement en mesurant la concentration de chlorophylle à la surface de l'océan, un excellent indice pour le phytoplancton, et un indice qu'on peut observer à partir de l'espace avec des satellites, simplement en quantifiant de subtiles fluctuations de la couleur de l'océan. Or, si on utilise un simple critère, une concentration limite 0,07 mg par mètre cube de chlorophylle comme seuil pour définir l'étendue de ces déserts, et si on suit l'étendue de ces déserts, les variations dans le temps sur les 20, voire 25 dernières années, ce qui est possible, voire plus si on remonte au premier satellite d'observation de la couleur de l'océan, on peut remonter jusqu'au début des années 80, eh bien, ce qu'on observe actuellement, c'est une expansion de la surface de ces déserts, un peu comme l'expansion des déserts sur les continents, en fait. Une expansion qui est assez significative. Déjà, rien qu'entre 1998 et 2006, elle était de 15%. Et des études plus récentes, ici sur le Pacifique, nous confirment que ces déserts ont tendance à s'agrandir, en fait, à s'étendre. Pourquoi? Simplement parce que l'océan a tendance à devenir de plus en plus stratifié à ces basses latitudes. En effet, si on examine les données disponibles et qu'on calcule des tendances, c'est ce que montre ce schéma ici, ce graphique, on observe une augmentation significative du niveau, de l'intensité de la stratification. Alors la figure qu'on voit ici nous montre des sections en 2 dimensions, donc on peut imaginer des radiales qui vont de l'hémisphère sud, l'océan austral, jusqu'à l'hémisphère nord, dans le Pacifique, dans l'océan Indien et dans l'Atlantique, en passant par l'équateur ici, dans chacun de ces bassins. Et ce qu'on observe ici, donc l'axe Y, c'est la profondeur. Et donc, à nouveau, ce schéma montre la fréquence de Bruns-Väisälä et confirme un renforcement de la stratification et donc un freinage du mélange vertical qui approvisionne la surface de l'océan en nutriments. Donc, cette intensification de la stratification serait à l'origine de l'expansion de ces fameux déserts océaniques. En parallèle, on observe, je vous ai déjà montré la relation entre la latitude et le niveau de diversité qu'on associe souvent à la température de l'eau. On observe en parallèle, en fait, on prédit, ici ce sont des résultats de modélisation, on prédit aussi, en lien avec l'expansion de ces déserts, le réchauffement de l'océan, une augmentation de la diversité aux hautes latitudes et en particulier en Arctique, comme une autre conséquence du réchauffement. Alors, on pourrait se poser la question, en observant ces déserts qui s'étalent et du coup à des latitudes un peu plus élevées, un océan qui se réchauffe,
si on considère les latitudes à 45-50 degrés, mais si on va encore plus près des pôles, on pourrait se demander si cette expansion des déserts n'aurait pas tendance à pousser certains écosystèmes vers le nord et vers le sud. Et d'autant plus vers le nord que l'hémisphère nord et l'Arctique, en fait, est la région de notre planète qui actuellement se réchauffe le plus rapidement. C'est ce que montre cette carte qui illustre la tendance dans l'augmentation de température sur la période comprise entre 1979 et 2019, avec les couleurs en rouge qui montrent les augmentations les plus fortes et qui sont surtout localisées au-dessus de l'Arctique. Donc, on pourrait penser que l'Arctique, on va observer une boréalisation de l'Arctique, un réchauffement de l'Arctique, un déplacement de certains écosystèmes du sud vers le nord. Donc, on s'est intéressé à ce phénomène particulier, en fait, et à déterminer comment ces changements, au niveau de la température de l'eau, par exemple, pourraient modifier la dynamique du phytoplancton en Arctique. Et d'abord, dans quelle mesure des espèces du sud, qu'on rencontre aujourd'hui dans le sud, dans l'Atlantique, par exemple, pourraient se déplacer de plus en plus vers l'océan Arctique, avec un océan qui se réchauffe aussi, parce que l'océan Arctique est aussi l'océan dans lequel on observe l'augmentation de la température de l'eau de mer le plus rapide. Alors, on s'est penché sur cette question, d'abord en étudiant un aptophyte dont je vous ai déjà parlé, en fait, qui est une espèce qu'on utilise comme sentinelle simplement parce qu'on peut facilement l'observer à partir d'espace. Quand elle développe des floraisons importantes, ces floraisons transforment la couleur de la surface de l'eau, blanchit l'eau de mer, en fait, et on peut observer à partir d'un satellite, à partir de la station spatiale, en fait, à l'œil nu, on peut observer ces efflorescences, ces floraisons, comme vous pouvez voir sur l'image satellite ici. Là, on se situe au nord de la Norvège, dans la mer de Barents, et on a ici une floraison typique de coccolithophore, cet aptophyte ici qu'on peut observer à partir de l'espace. Or, c'est une espèce qui se développe dans les eaux atlantiques, à des températures plus chaudes que dans les eaux arctiques. Néanmoins, au cours des 2 dernières décennies, on a observé un déplacement et une expansion vers le nord de ces floraisons, comme l'illustre la figure de droite, qui montre ici le trait pointillé, la position la plus au nord ou la plus près des masses d'eau arctiques en 98, et ici sur la droite, la position en 2015. Et cette tendance, on a pu la confirmer donc avec nos données de couleur de l'océan. Et puis aussi, on a pu la comprendre aussi. Elle est liée à la fois à une augmentation de la température et on s'approche effectivement dans des eaux arctiques du seuil de développement de ces algues. Donc, elles deviennent suffisamment chaudes pour accueillir ces algues, mais aussi, on a observé une augmentation du déplacement d'eau atlantique vers la mer de Barents, vers l'océan Arctique, qui repousse vers le nord la position de ce qu'on appelle le front polaire en mer de Barents. Donc, effectivement, certaines espèces pourraient se développer maintenant en Arctique. Alors, on va voir plus tard si on doit s'attendre à voir de nombreuses espèces du Sud apparaître en Arctique. L'une des conséquences du réchauffement, c'est évidemment, et vous êtes au courant certainement, une réduction de la banquise en Arctique, de la banquise d'été, en fait. Ce que vous voyez sur ces 2 cartes, donc, c'est la distribution de la glace de mer en 1984, en 2018. Ce qui est montré en jaune, c'est l'étendue maximale dans une année, au mois de mars, de la glace qui ne survit qu'un seul hiver, la glace de première année, qui fond l'été. Donc, si bien que partout où on trouve la glace de première année, l'été, on retrouve de l'eau libre. Et ce que vous pouvez voir sur cette carte, c'est qu'en fait, les surfaces occupées par la glace de première année ont tendance à devenir beaucoup plus importantes. Pris dans l'autre sens, les surfaces qui deviennent libres de glace l'été augmentent aussi beaucoup. Et
Donc, c'est ce que traduit ce schéma ici qui illustre l'étendue de la banquise en septembre depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui. Cette étendue qui a beaucoup diminué, qui a du coup conduit à une étendue d'eau libre beaucoup plus grande. Alors, pas de banquise, ça veut dire quoi pour le phytoplancton? Ça veut dire en général plus de lumière, puisque la banquise, avec la neige qu'elle transporte, qu'elle porte, constitue un excellent barrage pour la lumière et une sorte de couverture sur l'océan Arctique. Donc, on pourrait s'attendre à ce que si une partie plus grande de l'océan Arctique est exposée à la lumière, on devrait observer une production de biomasse phytoplanctonique plus importante. Et du coup, peut-être une certaine compensation pour l'augmentation des déserts océaniques au sud, une augmentation de la production primaire en Arctique. En effet, c'est ce que suggèrent nos données satellites d'observation de la couleur de l'océan, à partir desquelles on peut calculer la production primaire marine. Et sur le graphique de droite, on peut voir la tendance dans la production primaire marine pan-arctique depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Il y a une nette tendance à l'augmentation, une augmentation très forte de près de 40%, qui est liée non seulement, donc qui est accompagnée non seulement d'une baisse d'une perte de banquise, donc d'une augmentation de la lumière, mais aussi on observe une augmentation de la biomasse, non seulement de la productivité, mais aussi de la biomasse, qui nous suggère que non seulement il y a plus de lumière, mais il pourrait y avoir plus de nutriments aussi disponibles pour le phytoplancton. Alors ça, c'est un point important parce que si on réduit, on enlève la banquise en Arctique, on expose tout l'océan à la lumière, mais qu'en même temps, on n'ajoute pas de nutriments, ça ne changera rien à la production primaire. Les nutriments seront comme avant, consommés au complet, puis la photosynthèse s'arrêtera. Donc, plusieurs chercheurs pensent que la lumière n'est pas le facteur limitant en Arctique, ce sont plutôt les nutriments. Parce que l'océan Arctique est un système extrêmement stratifié par tous les apports en eau douce qui sont apportés par les fleuves qui bordent l'Arctique en particulier. Qui fait que c'est un système qui est très difficile à brasser. Les nutriments, il n'y en a pas beaucoup. Ceux qui sont disponibles au début d'une saison de croissance ont été amenés par des phénomènes de convection haline qui se produisent au moment de la formation de la glace de mer, du rejet de saumure. Et donc, s'il n'y a pas de phénomènes qui permettent de brasser l'océan plus que dans le passé, il n'y aura pas plus de production primaire en Arctique. Donc, le résultat que je vous montre ici est un peu contredit un peu ce que je viens de vous dire. Donc, on va voir finalement à quoi on doit s'attendre en Arctique. Alors, en 2011, deux chercheurs, Paul Wassmann et Ingrid Reichstadt, ont émis produit un certain nombre de prédictions, simplement sur la base de raisonnement et non pas de modèles, concernant la production primaire en Arctique. Comment elle allait évoluer, comment le système allait évoluer en Arctique. Et ces prédictions, on peut les résumer ou les présenter sous la forme de ces petits schémas que vous voyez ici. Ce qu'on voit d'abord, c'est une série de petits graphiques qui montrent les variations de biomasse. Regardez simplement ce qui est en vert foncé, les variations de biomasse durant une année de croissance à différentes latitudes, donc de 85 nord jusqu'à 70 nord, dans le sud. Donc ici à 70 nord, on est dans le sud de la mer de Barents où il n'y a pas de glace de mer pendant l'hiver, ou presque. Et à l'extrême nord, la glace de mer est présente quasiment toute l'année. Donc la période sans glace est très courte, ce qui permet une croissance assez limitée de phytoplancton durant une période qui est courte, donc une seule, ce qu'on appelle un bloom, une floraison qui est de faible intensité. Au contraire, dans le sud, on observe en général un fort bloom printanier, une floraison printanière qui est très importante. Puis, grâce au mélange produit par le vent un peu plus tard à l'automne, on observe une deuxième floraison ici qui est relativement modeste, mais elle peut être plus importante. Donc, et entre ces deux extrêmes, vous voyez, on a des systèmes où la glace devient de moins en moins importante, de moins en moins présente, et du coup, où les floraisons sont plus intensives, se déroulent plus tôt aussi dans la saison. Or, les prédictions que Wassmann et Reichstadt ont faites sont les suivantes. Dans le futur, donc, la banquise, il y en a moins,
la période sans glace sera plus longue, ce qui conduira d'abord à des floraisons qui se produisent plus tôt durant la saison. Ensuite, on devrait observer des floraisons qui sont plus intenses dans le nord, puisque dans le futur, la banquise sera absente pendant des périodes plus longues. Aux basses latitudes, au contraire, ces systèmes qui s'apparentent plus à l'Atlantique Nord, finalement, pourraient devenir plus stratifiés à cause du réchauffement et du coup plus oligotrophes. On pourrait augmenter une diminution de la production primaire, au contraire. Et finalement, aux latitudes intermédiaires, on pourrait voir les floraisons automnales, que j'ai déjà mentionnées, devenir plus communes, plus fréquentes. Donc, on va voir à quel point on a pu confirmer ces différentes prédictions. D'abord, en effet, les floraisons se produisent plus tôt dans la saison. Ce qu'on voit ici, c'est donc la date du pic de floraison donc en jour de l'année. Donc du jour ici, vous voyez qu'au début de la série temporelle, vers 1998, ce pic dans le bloom printanier se produisait au jour 200, donc au mois de juillet, en gros. Et aujourd'hui, en fait, plus récemment, cette floraison se produit plutôt autour du jour 150, donc à la fin du mois de mai ou voire au mois de mai. Donc un changement majeur qui a été confirmé par des observations satellitales de la concentration en chlorophylle à la surface de l'océan. Ensuite, est-ce que les floraisons sont plus intenses aux hautes latitudes maintenant qu'avant? Une autre étude plus récente montre qu'en effet, ces floraisons sont plus intenses. La production primaire par ces floraisons printanières a tendance à augmenter de manière significative dans plusieurs régions. Donc, c'est tous les pavés qui ne sont pas assurés ici qui montrent les régions où la production primaire durant cette floraison printanière a tendance à augmenter aujourd'hui particulièrement. Donc, floraison plus importante. Aussi, ces floraisons, on les observe à des latitudes de plus en plus élevées. Autrefois, la période sans glace était tellement courte durant l'été qu'on avait de la difficulté à observer des floraisons. Maintenant, on observe des floraisons massives à des latitudes de plus en plus élevées. Alors, est-ce qu'il y a une diminution de la production primaire à des latitudes plus basses? Cette carte ici montre la tendance dans la production primaire sur une vingtaine d'années et indique, avec la couleur bleue, en fait, quelques régions où la production primaire aurait plutôt tendance à diminuer. Ces régions sont limitées, mais il faut noter ici que ces régions sont par contre les régions les plus productives de l'Arctique, c'est-à-dire la mer de Bering et les mers nordiques. Et en effet, dans ces régions, la production primaire aurait plutôt tendance à diminuer. Et pour finir, donc, est-ce qu'on observe plus de floraison automnale maintenant qu'avant? Eh bien oui, nos données satellites nous ont aussi permis de constater que l'occurrence de floraison automnale, donc les situations où on a deux blooms dans une année, un bloom printanier, un bloom automnal, a augmenté. Donc vous voyez ici, c'est la proportion de l'Arctique où on a des situations de double bloom. Donc cette proportion, elle a augmenté entre 1998 et le début des années 2010. Et la raison pourquoi ces blooms, l'occurrence de ces blooms automnales a augmenté, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la banquise se reforme à l'automne plus tardivement. Et pendant cette période d'automne, l'océan, libre de glace, est exposé à des tempêtes de vent plus intenses qui mélangent l'océan et rendent ces blooms possibles. Et ce que montrent ces schémas ici, si vous voulez vous concentrer ici sur la mer de Barents, ce qu'on voit, c'est l'évolution au cours d'une année dans la concentration de glace de mer. On voit l'ouverture ici dans la mer de Barents durant l'été. En bleu, on voit et en noir les années les plus anciennes, et puis en couleur claire, les années les plus récentes. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte, durant laquelle les tempêtes de vent, ici, ce qu'on voit ici, c'est la vitesse du vent, les tempêtes de vent sont plus fréquentes. Donc, c'est ce qui permet à l'océan de se brasser. Donc, globalement, Bachmann
et Reichstad avaient fait des prédictions qui étaient plutôt excellentes. En fait, on a pu confirmer sur les 10 dernières années la plupart de leurs hypothèses. Alors maintenant, on a parlé que de production primaire en eau ouverte. Est-ce qu'on observe la production primaire sous la banquise? J'ai parlé de la banquise comme d'une couverture, mais j'ai un peu menti. En fait, au printemps, ce n'est pas exactement une couverture. Vous voyez, quand on a une couverture comme celle montrée sur cette photo, sur laquelle il y a beaucoup de mares d'eau de fonte, en fait, toutes ces mares d'eau de fonte sont comme des hublots et permettent la croissance du phytoplancton sous la banquise. Et en effet, il y a quelques années, nos collègues américains ont observé une floraison en mer de Chukchi absolument massive, comparable à ce qu'on peut observer dans certaines zones d'upwelling très productives, comme l'upwelling du Pérou, par exemple. Et donc, on a pu constater, on a réalisé à ce moment-là qu'on avait peut-être oublié, on était peut-être passé à côté d'une grande partie de la production primaire qui est en Arctique, dans l'océan Arctique. Un travail de modélisation réalisé par Horvath récemment a d'ailleurs montré que l'occurrence de ces floraisons sous la banquise est de plus en plus importante, simplement parce que la banquise est de plus en plus mince, elle porte de moins en moins de neige et transmet donc de plus en plus de lumière. Donc, une grande partie de la production primaire maintenant pourrait se dérouler sous la banquise. Et d'ailleurs, dans une étude récente qu'on a réalisée à partir de divers types de données satellites, à partir de modèles, on a pu constater qu'en effet, la lumière transmise par la banquise, avec la neige qu'elle transporte, a tendance à augmenter donc, dans l'océan Arctique. Ce qu'on voit ici, c'est différents mois de l'année dans l'océan Arctique, et la couleur nous indique la tendance dans l'augmentation ou la diminution de la transparence de la banquise. Tout ce qui est rouge, c'est une augmentation de la transparence, et cette augmentation, elle est principalement causée par un manteau neigeux qui est plus mince. Je m'approche de la conclusion de ma conférence. Donc, on a cette production primaire sous la banquise et on se demande à quel point on est passé à côté. On essaye de comprendre maintenant la dynamique de cette production primaire sous banquise. Et pour l'étudier, on a déployé des flotteurs profileurs, des flotteurs qu'on appelle bioargo, qui transportent des tas de plusieurs capteurs optiques qui nous permettent de faire le suivi de la biomasse marine, ainsi que le suivi de certains facteurs comme la concentration en nutriments, la température de l'eau de mer, la lumière disponible. Et ces flotteurs déployés en baie de Baffin, entre le Groenland et la terre de Baffin ici dans le nord du Canada. Donc, ces flotteurs qui ont pu hiverner, survivre durant 2 hivers consécutifs, nous ont permis de découvrir que la croissance du phytoplancton, en fait, démarre très, très tôt dans l'année. Dès le mois de janvier, en fait, on observe une augmentation progressive de la biomasse sous la banquise, alors que le soleil est encore très bas et qu'une banquise avec un manteau neigeux est encore présente. Ça nous a entraîné vers les frontières de nos connaissances sur la capacité du phytoplancton à croître à très très faible éclairement, qui est un sujet qui maintenant nous intéresse, parce qu'on se demande comment ces algues finalement arrivent à survivre durant l'hiver, à partir de quel moment elles peuvent commencer à croître, d'où viennent-elles d'ailleurs pour inoculer ces floraisons. Donc, ce qui m'amène à ma dernière diapositive et quelques questions qui nous intéressent maintenant. Donc, est-ce qu'on assiste actuellement à une véritable boréalisation de l'océan Arctique? Bien qu'on observe quelques organismes du Sud de plus en plus dans l'océan Arctique, il ne faut pas perdre de vue que l'océan, c'est un ensemble de masses d'eau qui sont séparées souvent par des fronts, et que si ces masses d'eau ne se déplacent pas significativement en Arctique, et ces fronts en fait constituent souvent des frontières des changements radicaux de facteurs de l'environnement, si ces fronts ne se déplacent pas significativement, il est probable qu'on n'observera pas une véritable boréalisation de l'océan Arctique. Néanmoins, est-ce que l'océan Arctique pourrait devenir un lieu où la production primaire va augmenter et pourrait devenir un nouveau puits de carbone biologique, je dirais? Peut-être, ça reste à déterminer.
On observe dans certaines régions de l'océan Arctique, par exemple dans la Gyre de Beaufort, plutôt une diminution importante liée à une augmentation de la stratification à cause des apports en eau douce plus importants. Donc, ça reste une question ouverte. Maintenant, ce qui nous intéresse pour les prochaines années, ce sont des questions plus fondamentales concernant la glace de mer, qui pourrait constituer en fait le refuge et l'inoculum pour les microalgues qui vivent dans la colonne d'eau. En vérité, cette glace de mer, elle héberge des microalgues. Néanmoins, on ne sait pas comment ces organismes colonisent la banquise, comment elles s'y développent, comment elles survivent, comment elles peuvent croître. Et on pense que ces mécanismes, en fait, pourraient avoir joué un rôle important dans l'histoire de notre biosphère, puisque la glace de mer pourrait avoir été un bioréacteur important et un lieu d'évolution pour les microalgues. Pourquoi un bioréacteur? Parce que la glace de mer concentre ces micro-organismes. On peut observer jusqu'à 20 000 fois plus de micro-organismes, la densité de ces micro-organismes dans ces glaces de mer que dans l'eau de mer, qui a conduit à la formation de cette glace de mer, sans qu'il y ait eu de croissance à l'intérieur de la glace de mer. Donc voilà. Et donc je m'arrêterai ici. Je vous remercie pour votre attention.